On va enchaîner tout de suite avec une conférence parrainée par les laboratoires Novo Nordisk qui va nous être présentée par le professeur Nicolas Paco, qui est actuellement chef de service de diabétologie, nutrition et maladies métaboliques au CHU de Liège. Il va nous parler de l'insulinothérapie chez le diabète de type 2, la simplicité au cœur de la prise en charge. À vous la parole, professeur Paco. Merci. Je vais juste essayer de mettre en route cette affaire. Je ne sais pas comment faire démarrer le diaporama. Attendez, parce que là on est un peu en avance déjà. Bien, mais tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir, un grand honneur d'être ici présent au Maroc. Et je remercie également les laboratoires Novo Nordisk de m'avoir invité à discuter de ce sujet et de partager mon expérience. En effet, le sujet qui m'a été demandé de traiter dans ce symposium est un sujet extrêmement pratique auquel nous, diabéto-endocrinologues, sommes confrontés quasi quotidiennement et qui est celui de l'insulinothérapie et de l'intensification de l'insulinothérapie dans le diabète de type 2. Et je vous dirai un peu pour commencer, ça pourrait être ma conclusion, que finalement dans ce domaine, il n'y a pas de réponse unique et définitive et qu'il y a probablement plusieurs options qui peuvent être débattues. Donc mes conflits d'intérêts. Alors, cette diapositive-ci, je vous rappelle, et vous le connaissez aussi bien que moi, le problème du diabète, et du diabète de type 2 en particulier, sont les très nombreuses complications. Complications, bien sûr, mises en évidence récemment dans les domaines cardiovasculaires, neuropathie et autres, mais également dans le domaine des complications microvasculaires, qui étaient un peu attribuées au diabète de type 1 auparavant et qui maintenant sont également extrêmement fréquentes dans le diabète de type 2. Je pense aux complications ophtalmologiques ou encore dans le domaine de la néphropathie. Et face à ces différentes complications, eh bien, je reprends ici déjà cette ancienne étude qui est l'UKPDS, mais qui est finalement l'étude référence, qui nous montre qu'une réponse à ces complications, eh bien, c'est l'intensification du traitement du diabète et un meilleur contrôle de la glycémie. Alors certes, d'autres paramètres sont également importants et ont également été mis en évidence par des nouvelles molécules apparues récemment, mais il n'empêche que le contrôle de la glycémie, et c'est bien été démontré dans l'UKPDS, reste la pierre angulaire pour améliorer les complications, que ce soit certainement dans le domaine des complications microvasculaires, mais également, c'est bien démontré, dans le macrovasculaire, même s'il faut attendre un plus long terme. Et dès lors, pour améliorer la prise en charge de nos patients diabétiques de type 2, il faut intensifier le traitement et il faut très régulièrement recourir à l'insuline. Et de nouveau, je repars ici des données de l'UKPDS qui vous montrent que lorsqu'on est diabétique de type 2, lorsque le diabète de type 2 débute, grosso modo 50 à 60% de la sécrétion d'insuline du pancréas est réduite et que progressivement, ça c'est une extrapolation mais qui reste globalement correcte, que progressivement, au fur et à mesure des années, cette sécrétion d'insuline va se réduire et que dès lors, un grand nombre de nos patients, au bout d'un certain nombre d'années, devront recourir à un traitement par insuline. Et donc c'est là que les choses se compliquent parce que par rapport au traitement du diabète de type 2 et par ailleurs également à l'insulinothérapie, à l'intensification de l'insulinothérapie, nous avons à présent plusieurs choix. Vous connaissez ces nouvelles recommandations, ADA-EASD, donc Société américaine, Société européenne, publiées conjointement dans Diabetes Care et dans Diabetologia à la fin de 2018 et qui nous indiquent les nouvelles recommandations, en tout cas propositions de recommandations pour la prise en charge du diabète de type 2. Et donc j'ai repris ici, et cela dit, si vous êtes intéressé, donc de la revue médicale de Liège, dans le dernier numéro de 2018 avec André Chen, nous avons repris ces recommandations, nous les avons traduites, y compris tous les schémas, nous les avions commentés, et donc si vous allez sur Google, vous tapez revue médicale de Liège, vous aurez de façon gratuite en version PDF cet article. Et donc un point important dans ces recommandations, qui sort un peu du sujet, mais qui est quand même très important, et en tout cas auquel j'accorde beaucoup d'importance, c'est qu'avant de débuter
d'envisager le traitement proprement dit, c'est évidemment de centrer le patient et d'identifier le patient par rapport à ses caractéristiques propres. Et vous savez bien que dans le diabète de type 2, la situation est extrêmement hétérogène, et donc c'est très très important de bien identifier son patient et de voir chez lui ce qu'on va souhaiter obtenir par rapport à sa situation personnelle. Et donc il y a ce concept de décision médicale partagée auquel personnellement j'attache beaucoup d'importance, qui n'est plus seulement de faire adhérer son patient au traitement, mais vraiment de partager la décision avec lui par rapport aux objectifs que l'on va se fixer, objectifs d'ailleurs qui devront être régulièrement réadaptés par rapport à un patient qui va souvent prendre de l'âge. Et donc je passe rapidement sur ce tableau. Donc ça c'est le tableau en anglais, mais je répète de la revue médicale de Liège, je vous le rends en français. Après les mesures hygiéno-diététiques, la grande classification en fonction de la présence ou non des maladies cardiovasculaires, et puis progressivement, si nécessaire, le recours à l'insuline. Et donc précisément, lorsque l'on veut intensifier le traitement de ces patients diabétiques de type 2, ce qui est proposé par ce consensus d'experts, c'est d'abord de considérer les GLP-1 agonistes en première intention, et puis en cas d'échec des GLP-1 agonistes, d'ajouter une insuline basale. Alors bon, débuter par une insuline basale, bon, c'est effectivement ce qui est recommandé, mais je vais vous en parler et vous le savez, c'est finalement un consensus d'experts. Il n'y a pas réellement de données évidentes dans la littérature qui disent qu'il faut absolument débuter par une basale. D'autres possibilités existent, mais c'est vrai que peut-être par simplicité, c'est ce qui est recommandé. Et donc si la basale échoue, on peut éventuellement ajouter une rapide, donc passer au basal plus, et puis effectivement, c'est repris ici à droite, on peut éventuellement envisager des prémixés 2 à 3 fois, et il est mis ici une attention par rapport au risque d'hypoglycémie et par rapport au gain de poids. Alors c'est assez étonnant parce que par rapport aux recommandations précédentes de 2015, les prémixés étaient mis quasiment sur le même plan que le basal ou le basal bolus, et finalement depuis 2015 il n'y a pas eu de nouvelles études démonstratives influençant une position par rapport à l'autre. Donc de nouveau c'est un consensus d'experts, mais qui peut largement se discuter. Et effectivement ça se discute parce que si vous regardez différentes recommandations à travers le monde, les recommandations anglaises, les recommandations australiennes et encore ces recommandations ACE des endocrinologues américains, vous voyez que pour initier, la basale est recommandée, mais vous voyez que parfois la prémix l'est également, et que par ailleurs, pour intensifier, le basal plus est également proposé, mais que les prémix sont également tout à fait proposés par différentes sociétés scientifiques. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas réellement de consensus. Il y a des propositions d'experts, mais vous le verrez qu'ils ne sont pas finalement basés par des données extrêmement solides. Alors quels sont les points finalement qu'il faut prendre en compte pour intensifier? Je les ai résumés ici. Bien sûr, l'efficacité du traitement, pour améliorer le contrôle glycémique. Deuxième chose très importante, c'est évidemment les effets indésirables, et notamment la prise de poids, les hypoglycémies. Et puis également, par rapport à nos patients diabétiques de type 2, c'est la façon d'implémenter le traitement et donc les effets liés à la simplicité. Et donc, je vais reprendre quelques études concernant ces différents points. Donc, concernant tout d'abord l'efficacité. Donc, je reprends ici une étude de terrain qui était l'étude Galapagos, qui était donc une étude de phase 4, multicentrique, je vais vous montrer les centres, internationale, en ouvert, et qui est donc européenne, américaine ou Amérique latine. Donc, patients, situation assez classique, 1000 patients diabétiques de type 2, assez mal contrôlés par des antidiabétiques oraux, donc c'est des patients naïfs à l'insuline, et que l'on a donc passé soit sous glargine, soit sous prémixé, et dans le groupe glargine, en cas d'insuffisant contrôle, on pouvait ajouter une insuline plus à basal plus, donc une insuline prandiale. Durée de 6 mois. L'objectif primaire, en fait, c'était une étude de supériorité. En fait, l'objectif de cette étude était de démontrer une supériorité du basal plus, du basal bolus par rapport à la prémixée, et puis toute une série d'objectifs secondaires sur le poids, l'insuline, les doses d'insuline, les hypoglycémies. En ce qui concerne les patients, c'est des patients très typiques du diabète de type 2, 58 ans, IMC autour de 28, hémoglobine glyquée dépasse à 8,7%, durée du diabète d'environ 8, 9, 10 années. Donc vraiment des patients tout à fait typiques. Alors les résultats sont intéressants. Vous voyez de façon globale, en termes de patients qui ont atteint une valeur d'HbA1c inférieure à 7%, si vous prenez le total insuline-glargine et éventuellement plus bolus prandial, comparé à la prémix, c'est tout à fait équivalent. Et si vous regardez uniquement les patients qui étaient sous glargine et glulisine ou éventuellement sous 2 injections de prémix,
on retrouve même plutôt un léger avantage pour les prémixés. Donc globalement, cette étude n'a pas démontré la supériorité du basal plus, en tout cas sur 6 mois, par rapport à la prémixée. Et même si vous regardez les patients qui avaient réellement atteint une valeur d'HbA1c à la fin de l'étude, on faisait même un petit peu mieux avec la prémixée par rapport à la glargine et la glulisine. Qu'en est-il des effets indésirables? Donc les deux principaux lorsqu'on passe à l'insuline, c'est le poids et ce sont les hypoglycémies. En fait, en ce qui concerne les hypoglycémies, eh bien, elles étaient relativement faibles dans les deux groupes et c'est vrai qu'en pratique, nos patients diabétiques de type 2, ils peuvent faire des hypoglycémies, c'est certain. Les hypoglycémies très sévères, elles sont quand même extrêmement rares et le taux d'hypoglycémie était faible et était identique dans les deux groupes. Par ailleurs, en ce qui concerne la prise de poids, il y avait effectivement une petite prise de poids, comme souvent lorsqu'on passe à l'insuline, mais vous voyez qu'elle était comparable dans les deux groupes, 1,1 kg et 1,4 dans le groupe prémix, ce n'était pas significativement différent. Donc les conclusions de cette étude Galapagos, c'est que donc la supériorité du schéma basal-polus sur le critère primaire HbA1c inférieur à 7% n'a pas été démontrée, que même il y avait plutôt une meilleure réduction de l'HbA1c dans le groupe prémix, et notamment de la glycémie postprandiale, ce qui n'est pas très étonnant, puisque dans beaucoup de cas, il n'y avait qu'une basale, et dans l'autre cas, il y avait 2 prémix, que par ailleurs, il y avait plus de patients qui avaient une valeur inférieure à 7% dans le bras prémix, et je répète, chose importante, en ce qui concerne les hypoglycémies sévères, qui étaient de façon très rare, et la prise de poids, c'était similaire dans les deux groupes. Autre étude que je vais vous présenter qui compare les deux schémas, c'est l'étude Landscape. Là, je vais être un peu plus bref. Donc, même type d'étude. La seule chose dans ce cas-là, c'est que les patients n'étaient pas naïfs par rapport à l'insuline. C'était des patients qui étaient déjà sous insuline et qu'on intensifiait. Et donc, on intensifiait soit une prémix 2 fois par jour, soit de la glargine et de la glulisine en basal plus. De nouveau, une étude relativement courte sur 6 mois, même type de patient diabétique de type 2. Je vous montre ici les résultats simplement, les résultats globaux de l'étude. Donc, l'utilisation de la prémix 2 fois par jour. De nouveau, efficacité comparable au basal plus. De nouveau, un peu moins d'hypoglycémie, notamment nocturne, mais enfin, ce n'était pas énorme, enfin, c'était plutôt léger. Et de nouveau, une prise de poids similaire dans les deux groupes. Et donc, si on reprend maintenant les effets randomisés et contrôlés de façon résumée, que ce soit ceux qui étaient au départ sans insuline ou qui étaient déjà sous insuline, si vous regardez les différents critères, donc en blanc, c'est qu'il n'y a pas de différence, en foncé, c'est plutôt en faveur de la prémix, en clair, c'est plutôt en faveur du basal plus. Vous voyez que sur l'HbA1c, c'est kiff-kiff. Il y a deux études qui sont comparables, une qui donne l'avantage à un et l'autre l'avantage à l'autre. En ce qui concerne les hypoglycémies, il y a un petit avantage chez ces patients-ci au basal plus, mais dans les autres, il n'y a pas d'avantage. En ce qui concerne les doses d'insuline, vous voyez que c'est quasiment dans toutes les études contrôlées randomisées, c'est la même chose. Et en ce qui concerne la prise de poids, à nouveau, on est de façon globale tout à fait au même niveau. Et si maintenant on reprend donc ces données cliniques par rapport à ces études randomisées, donc sur le contrôle glycémique, sur le risque d'hypoglycémie, sur la dose d'insuline, sur la prise de poids, je répète, c'est comparable. Maintenant, dans cette étude-là, dans ce travail-là, ils avaient également analysé finalement les avantages et les inconvénients des deux schémas. C'est clair que dans le prémix, il y avait 2 injections, alors que dans le basal plus, c'était 2, voire plus. Il y avait 2 insulines différentes contre une. Il y avait un nombre plus élevé éventuellement de contrôle capillaire et une complexité plus ou moins importante. Je vais revenir à cet aspect-là des choses. Alors pour terminer, en comparant les deux types de schémas, que disent les méta-analyses? Donc il y a eu dans une revue récente une méta-analyse. Donc on reprend toutes les études RCT qui comparaient le basal bolus prémix qui durait au moins 12 semaines, qui avait au moins 30 patients avec HbA1c comme critère principal. Et donc finalement, il y a eu 13 études qui ont pu être identifiées. Qu'en est-il par rapport au critère principal, c'est-à-dire le critère d'HbA1c? Vous voyez ici, si on compare prémix et basal plus, c'est comparablement le même. Donc il y avait une légère différence en faveur du basal plus, mais qui n'était pas significative. Je dirais même, à la limite, elle eût été significative. Vous voyez la valeur de différence, c'est 0,09%. Vous êtes tous des cliniciens, vous conviendrez avec moi que 0,1% de différence d'hémoglobine glyquée dans les deux groupes, du point de vue clinique, ce n'est pas réellement relevant en pratique clinique. En ce qui concerne les hypoglycémies, vous voyez, c'est pile poil au milieu.
En ce qui concerne le poids, c'est pile poil quasiment au milieu également. Et en ce qui concerne les doses d'insuline, les deux schémas, c'est également pile poil la même chose. Et donc finalement, si on veut tirer en termes d'efficacité et d'effets indésirables une comparaison entre ces deux schémas, vous voyez clairement qu'il n'y a pas de différence significative entre le schéma prémix et le basal bolus concernant le contrôle glycémique, concernant le risque d'hypoglycémie, concernant le poids et concernant les doses d'insuline. En tout cas, ce que nous apprend la littérature, on voit clairement qu'il n'y a pas de différence extrêmement importante. Alors, qu'est-ce qui va permettre de choisir finalement entre l'un ou l'autre schéma? Je reviens à ce que je disais précédemment, c'est évidemment le patient et cette fameuse décision médicale partagée. Et donc là, je reviens à un article déjà un peu ancien dans Diabetes Care, d'une quinzaine d'années, mais qui montrait quand même que dans le diabète de type 2, l'adhésion au traitement était relativement faible, puisque 60% des patients seulement adhéraient réellement, c'est-à-dire étaient, comme on disait avant, compliants, observants, et que quasiment un patient sur deux ne prenait pas totalement son traitement, que ce soit des traitements par antidiabétiques oraux ou par insuline. Alors on connaît ça dans le domaine de l'hypertension artérielle, mais on voit également que le diabète, c'est également vrai. Et d'ailleurs, c'est à partir de là, d'ailleurs, que l'ADA et le ASD, en 2015, dans leurs recommandations précédentes, avaient choisi de mettre le focus justement pour essayer de prendre une décision centrée sur le patient, justement pour améliorer cette adhésion au traitement. Alors cette adhésion au traitement, ce manque d'adhésion au traitement a des conséquences défavorables. De nouveau, ça a bien été démontré dans un article assez récent. On voit clairement que plus le patient adhère, plus son HbA1c est amélioré. Mais de nouveau, dans ces travaux, ils montraient également que par rapport aux hospitalisations des patients diabétiques et même également à la mortalité toute cause, il y avait une différence entre la bonne adhérence et la mauvaise adhérence, ce qui paraît évident, et heureusement finalement. Lorsqu'on traite bien le patient et que le patient prend mieux ses médicaments, on peut espérer qu'il aille mieux, qu'il soit moins hospitalisé, qu'il meure moins, et ça avait été démontré. Et un des critères parmi d'autres, par rapport à cette adhésion, est certainement le nombre d'injections d'insuline. Vous savez tous qu'il y a toujours une grosse réticence aux patients diabétiques à passer à l'insuline. Et donc, dans ce travail qui a été publié dans une revue assez récente également, non, un peu plus ancienne, pardon, en fait, on regardait le ressenti du patient par rapport à l'injection d'insuline, mais dans deux catégories, des patients qui n'avaient pas eu d'insuline encore, et des patients qui avaient déjà de l'insuline. Et donc, 1, 2 ou 3 insulines, on voit clairement que les patients qui n'ont pas d'insuline sont évidemment très réfractaires à débuter même une seule injection, alors que ceux qui en ont déjà ont vu que ce n'était pas si terrible que ça. Mais on voit clairement, même parmi ceux qui ont déjà de l'insuline, que le fait d'augmenter à 2 voire 3 injections par jour, on voit clairement que le ressenti négatif augmente de façon très importante. Et donc c'est clair que la multi-injection va probablement être un frein à l'observance du patient. Et donc, dans cette étude de diabète thérapeutique assez récente, ils avaient effectivement comparé de nouveau le basal bolus avec la prémix, notamment par rapport à la simplicité, par rapport au ressenti. Et donc, dans ce travail-là, c'était ici l'appréciation des médecins, on montrait qu'il y avait notamment une meilleure ressenti des médecins par rapport au prémix, si on compare au basal plus, notamment par rapport à l'aspect de simplicité. Et donc dans ce travail-là, il mettait différents éléments qui pouvaient finalement orienter vers l'un ou l'autre. Donc le nombre d'injections, évidemment si le patient préfère moins d'injections, plutôt la prémix, le basal bolus s'il est confortable et s'il ne pose pas trop de problèmes avec les multi-injections. Par rapport à l'autosurveillance, qui sera souvent plus intense dans un basal bolus que dans une prémix, et éventuellement, mais chose importante, chez les types 2 qui sont parfois âgés, le fait de pouvoir faire soi-même facilement les injections. Et donc, toujours dans ce travail, donc, il reprenait, on ne voit pas très bien, toute une série d'éléments qui devaient entrer en compte pour choisir le schéma. Alors, bien sûr, les données scientifiques sont là, mais je répète, les données scientifiques ne sont pas clairement pour l'une ou pour l'autre solution. Mais bien sûr, toute une série de choses devaient être prises en compte, et notamment la préférence du patient. Et je reviens à cette décision médicale partagée, c'est certainement un point important. Un point également important à souligner ici, c'est que vous voyez que les patients qui sont sous basal plus, eh bien, après un certain temps, doivent être shiftés vers un basal bolus plus classique, vous voyez, plus de 70%, parce que le basal plus ne suffit pas, et donc rapidement, on doit évoluer véritablement vers un schéma multi-injection. Et donc, tout ceci, et j'en reviens à la première dia dont je vous parlais tout à l'heure, dans les recommandations actuelles de l'ADA-EASD,
le fait de passer à l'insuline d'un patient est évidemment un choix thérapeutique, mais le type de schéma doit vraiment englober l'ensemble des caractéristiques liées au patient. Et donc, je vous l'ai dit, le nombre d'injections, la simplicité. Maintenant, un des points pratiques pour le praticien que nous sommes, c'est comment instaurer une prémix. Est-ce que c'est simple? Est-ce que le patient va devoir titrer, oui ou non? Et est-ce que pratiquement ça peut se faire en ambulatoire. Et donc une étude récente, également intéressante, qui a donc sur 20 semaines, vous voyez que les études ne sont pas très longues, mais elles sont toutes aux alentours de 6 mois. Et qu'est-ce que l'on a fait dans ces études? Eh bien, en fait, on a passé des patients à une prémix qui était soit, la prémix était adaptée par le médecin en comparaison avec ce qui était adapté par le patient lui-même. Donc l'objectif, c'était de démontrer la non-infériorité de l'autotitration, c'est-à-dire que c'est le patient lui-même, selon les recommandations du médecin et de l'équipe d'éducation, qui allait adapter son traitement en 2 injections par rapport à ce qu'aurait fait l'investigateur. Et on regardait quoi? On regardait le contrôle glycémique, bien entendu, mais également toute une série d'autres paramètres. Donc c'était vraiment une étude de vie réelle. On passe le patient en prémix, soit c'est le médecin qui adapte, soit c'est le patient, et on regarde au bout du compte ce qui se passe. Donc le schéma, c'était des patients au départ qui étaient insuffisamment traités par basal seul, de nouveau des patients diabétiques de type 2, enfin le schéma tout à fait classique. Et donc soit ils étaient tous les deux dans les 2 groupes placés sous prémix 2 injections. Dans un cas, c'était le sujet qui, selon les recommandations, adaptait son traitement, et dans l'autre cas, c'était l'investigateur qui adaptait le traitement. Alors, ce qui va vous intéresser, c'est que cette étude était multicentrique, mais vous voyez que le Maroc avait participé, donc un bon nombre de patients avaient été recrutés ici dans les centres marocains, plus de 40 patients. Le type de patient, notre patientèle habituelle des patients diabétiques de type 2, à savoir des patients aux alentours de 55 ans, avec un BMI autour de 28-29 kg par mètre carré, une durée de diabète entre 8 et 10 ans, et au début de l'étude, une HbA1c entre 8,5 et 9%, donc typiquement des patients insuffisamment traités, parce que relativement jeunes, et chez lesquels on arriverait probablement, enfin on aimerait plus ou moins arriver aux alentours de 8 ou en dessous de 7,5% d'HbA1c. Bien. Alors, résultat primaire, c'est le résultat en termes d'hémoglobine glyquée, donc ça, c'est le sujet qui a adapté, ça, c'est l'investigateur qui a adapté, et vous voyez qu'au terme de l'étude, on est tombé à 7,36% d'hémoglobine glyquée si c'est le sujet qui adapte, à 7,59% si c'est l'investigateur, une réduction d'1,127%. Là, c'est donc la limite de séparation, donc vous voyez que les intervalles de confiance passent cette limite de séparation, donc la conclusion de cette étude, c'était qu'effectivement, sur cette durée, certes modeste, mais d'une étude de niveau de terrain, il y avait une non-infériorité qui était confirmée, à savoir que le patient finalement faisait entre guillemets aussi bien que le médecin. Le message, c'est de dire que cette auto-adaptation peut facilement se faire par le patient lui-même en clinique. En ce qui concerne la valeur d'hémoglobine glyquée, donc vous voyez l'évolution dans les 2 groupes, soit lorsque le sujet adapte, lorsque l'investigateur adapte, vous voyez que c'est des courbes tout à fait comparables. Ça, c'est les valeurs d'hémoglobine glyquée complètes, de 8,7 jusqu'à environ 7,5, ce qui n'est pas si mal que ça. Si vous voyez la réduction en termes d'hémoglobine glyquée, donc de un peu plus d'1% au tour après 20 semaines, on est aux alentours de 1,2% d'HbA1c de réduction, ce qui, soit dit en passant, n'est pas un mauvais résultat global, on est dans une étude, mais vous voyez dans les 2 groupes de façon comparable les résultats. Et donc maintenant, si on regarde dans les 2 groupes les patients qui sont tombés en dessous de 7 et de 6,5% et qui sont tombés en dessous de 7 et de 6,5% dans les 2 groupes sans faire d'hypoglycémie sévère, eh bien, vous voyez ici les p-values qui sont toutes supérieures à 0,05. En d'autres termes, sur tous les autres paramètres, notamment l'hypoglycémie, et c'est évidemment un problème important dans le diabète de type 2, eh bien, on retrouve exactement les mêmes valeurs. Donc, dans les 2 groupes, il n'y avait pas de différence. La différence est donc non significative. Si on regarde les doses d'insuline, c'est évidemment important, parce qu'on pourrait penser peut-être que les patients vont se surinsuliner par rapport à ce qu'aurait fait le médecin. Alors effectivement, il y a une dose qui est un peu supérieure, vous voyez qu'elle est de 56 versus 46. Si vous regardez par kilo, unité kilo, c'est moins spectaculaire, c'est de 0,6 à 0,7. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas de différence significative. Donc en d'autres termes, le patient finalement ne s'est pas surinsuliné, ou peut-être sous-insuliné, ça aurait pu être le cas aussi, par rapport à ce qu'aurait fait le médecin.
Autre paramètre probablement encore plus important que l'hypoglycémie, en tout cas au moins aussi important, c'est évidemment le paramètre du poids. Donc il y a une petite prise de poids, mais je l'ai entourée ici, elle est tout à fait comparable dans les deux groupes, entre 1,5 et 1,8 kg. On retrouve d'ailleurs exactement cette prise de poids, mais évidemment c'est sur 6 mois, que l'on retrouvait lorsque je vous ai présenté tout à l'heure les différences de poids entre le Basal Plus et le schéma prémix. Donc de nouveau, prise de poids similaire. Et donc j'en arrive aux conclusions générales par rapport à ce sujet, je répète, extrêmement pratique et auquel nous sommes confrontés quotidiennement. Le recours à l'insuline dans le diabète de type 2 reste très souvent nécessaire, et en particulier pour les médecins spécialistes, endocrinodiabétologues qui voyons les patients un peu plus tard, et c'est souvent à ce niveau-là qu'on nous réfère les patients, et clairement à ce moment-là, on a une sécrétion d'insuline telle, persistante, qui a tellement diminué qu'il faut recourir à l'insuline. Et donc, le recours à l'insuline est toujours un challenge dans le diabète de type 2. On n'est pas du tout dans la même optique que dans le diabète de type 1. Alors, est-ce qu'on commence par une basale? Bon, c'est communément accepté. Je vous dirais que dans notre centre, on commence souvent plutôt par une double injection, mais de nouveau, je pense que les deux se valent, et commencer par une basale est peut-être plus simple. Ce qui est évident quand on regarde toute l'évolution de ces patients, c'est que l'intensification est souvent nécessaire, et que si on passe à une basale, on doit très souvent passer à un basal plus, voire à un basal bolus. En ce qui concerne les prémix, on commence déjà avec une prémix. Maintenant, peut-être qu'il faudra parfois intensifier à une troisième injection, mais c'est clair que les deux choses se valent, et que l'expérience montre que le basal doit souvent évoluer vers le basal plus. En ce qui concerne les recommandations, et notamment le consensus ADA-EASD, j'insiste à nouveau sur cette décision médicale partagée. Je pense que dans le type 2, c'est très très important, vu l'hétérogénéité des patients, vu le fait qu'on a parfois affaire à des patients plus âgés. Donc le fait d'avoir une prise en charge peut-être moins sophistiquée, mais plus simple, et peut-être parfois aussi performant qu'une prise en charge plus sophistiquée, mais qui sera peut-être mal adaptée. Et donc ça, c'est un point extrêmement important. En ce qui concerne maintenant les résultats, vous voyez qu'il y a finalement assez peu d'études randomisées, contrôlées, qui comparent les deux modalités thérapeutiques, que d'autre part elles sont souvent sur des courtes durées, mais que clairement celles qui sont disponibles, et je crois que personne ne pourra dire le contraire, montrent une efficacité comparable des prémix par rapport au basal plus. Alors un point important, c'est l'adhésion du patient au traitement. Les effets indésirables, en ce qui concerne les hypoglycémies et le poids, dans les études disponibles, c'est quasiment la même chose. Alors, certaines études, il y a un petit peu mieux d'un côté, un petit peu mieux de l'autre, mais si vous reprenez l'ensemble des données, on est quasiment au même niveau. Un point important est évidemment, je répète, la simplicité. Et c'est vrai que la façon de procéder, nous ne sommes pas majoritaires dans ce cas-là, est peut-être de commencer par une prémix, c'est notre expérience, tout en sachant que le schéma basal ou basal plus a largement sa place pour un certain nombre de patients. Et je crois que c'est un peu l'expérience de chacun qui joue ici un rôle important. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, et je suis bien sûr à votre disposition pour discuter avec vous de ces modalités pratiques. Merci beaucoup, professeur Paco, pour votre présentation claire et précise. Avant de passer la parole à la salle pour une ou deux questions, je vous rappelle que vous pouvez trouver les dernières recommandations dont a parlé le professeur Paco dans le 5e numéro du JMED. Donc, c'était juste un rappel. Donc, maintenant, je passe la parole à la salle pour d'éventuelles questions. Tout le monde est convaincu ou pas du tout. C'est l'un ou l'autre souvent. Quel est votre par rapport à votre pratique de terrain Oui.
Merci beaucoup pour votre présentation. Je voudrais revenir, je suis tout à fait d'accord avec vous pour l'initiation personnellement, et je pense qu'on a beaucoup de candidats dans notre pays pour les prémix, même si on a beaucoup de candidats aussi en initiation, bien entendu, pour la basale. Je voudrais votre retour par rapport à 3 injections d'insuline prémix au quotidien, parce que quand on a besoin d'une 13e injection, c'est tellement plus simple de rajouter une prémix à midi, personnellement pour moi. Donc je voulais votre expérience, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de médecins qui nous posent cette question et qui sont convaincus qu'il y aura beaucoup plus d'hypoglycémie en chevauchant l'insuline. C'est ce qu'on nous pose comme question. Voilà, d'après ma pratique, non, mais je voulais savoir, vous, est-ce que vous utilisez ce schéma? Très souvent. Donc, merci pour votre question. Donc, de nouveau, chez un certain nombre de patients, peut-être plus jeunes, chez lesquels il y a notamment un repas plus important à midi, on est parfois amené à passer à une 3e injection. Et donc, on se retrouve un peu dans une situation donc, de 3 injections. Alors, quelle insuline mettre à midi? C'est vrai que dans un premier temps, nous mettons la même insuline, c'est-à-dire nous mettons la Premix 30, et objectivement avec très très peu d'hypoglycémie importante. C'est souvent une petite dose que l'on met là, et donc le retour que l'on a, objectivement, n'est pas catastrophique du tout en termes d'hypoglycémie. Maintenant, l'autre alternative, si on veut un peu complexifier les choses, et si on peut toujours éventuellement mettre une autre possibilité à midi, soit uniquement une rapide, mais là on se rapproche évidemment d'un schéma plus complexe. On peut très bien mettre une rapide sur le repas de midi, et puis, mais je sais bien que vous n'en disposez pas ici au Maroc. En Belgique, nous avons les Premix 50, je sais pas, peut-être que vous les avez aussi, ce serait éventuellement de mettre une... Mais là, évidemment, on passe avec 2 insulines, et donc nous, on a, chez les patients un peu plus jeunes, plutôt que le basal bolus classique, on a l'habitude de faire chez certains patients des Premix 50 matin et midi et une Premix 30 le soir, qui est une alternative tout à fait raisonnable par rapport au basal bolus. On se retrouve quand même avec une injection d'insuline en moins, et donc on a des tas de patients traités comme ça. Donc certainement, ce mode d'intensification est tout à fait raisonnable. Oui. Merci pour votre conférence. Moi, dans le même sens de la question, je suis un adepte des 3 injections des Premix. Et maintenant, je voudrais savoir votre expérience concernant les modifications des doses. Est-ce que vous grignotez sur la dose du matin, ou bien vous réduisez la dose du soir pour les ajouter à l'injection du midi? Alors, quand on passe de 2 à 3 injections, habituellement, comme vous dites, on grignote sur la dose du matin. Parce que quand on passe à 3 injections, ce n'est pas tellement la glycémie fin de matinée qui pose problème. Généralement, celle-là, elle va toujours très bien. Si on passe à 3 injections, c'est clairement parce que l'après-midi, on monte trop haut. Donc, on peut largement diminuer celle du matin sans avoir de préjudice par rapport à la glycémie de fin de matinée. Et donc, la dose qu'on a réduite le matin, on la passe à midi. Donc, par exemple, si c'est 20 unités le matin, on passe à 14 et on met les 6 unités. Donc, globalement, on n'augmente pas énormément la dose, mais on fractionne plutôt la dose entre le matin et le midi. Parce que souvent, quand on est passé à 3 injections, on sait pourquoi. Parce que, on avait 2 injections et on voyait bien qu'en fin d'après-midi, on n'était pas bon. Donc, on augmentait la dose du matin. Mais avec pour résultat, c'est qu'en fin de matinée, il faisait des hypoglycémies, le patient. Et donc, ce qu'on fait, donc on split en 3 injections et donc on split la dose du matin. Donc, on grignote, comme vous dites, sur la dose du matin. Et en général, ça se passe très, très bien comme ça, oui. Pardon, je voulais poser une question concernant... C'est vrai que les études retrouvent des résultats similaires, mais on a des malades et des profils malades qui sont différents. Tout à fait. Et donc, lorsqu'on a un malade qui est investi vers l'autosurveillance, sur l'adaptation des doses, donc à ce moment-là, on doit l'accompagner et on ne peut pas faire mieux qu'adaptant la basale toute seule et la postprandiale toute seule. Non, mais je partage tout à fait votre... Mais lorsqu'on a plutôt des malades qui ne sont pas très investis sur l'autosurveillance, à ce moment-là, c'est commode de donner. Mon but ici est vraiment de partager mon expérience et de ne pas dire que le basal bolus est mauvais et que l'autre est nettement meilleur. C'est tout à fait faux. Mais c'est vrai, absolument. Et il faut bien dire que dans la majorité, une bonne partie en tout cas du profil patient du type 2 classique, autour de 60-65 ans, on est plutôt dans le profil patient simple, mais c'est vrai qu'on a des types 2 plus jeunes, très investis, et à ce moment-là, aucun souci, on peut faire des schémas plus complexes, bien sûr. Non, je vous rejoins totalement là-dessus. Oui.